All Access, le podcast qui donne la parole aux organisateurs d'événements les plus inspirants. Je suis Pierre-Henri Deballon, cofondateur et CEO de WizEvent. Avec Bastien de Marcillac, gérant de la société Event etc., qui organise Vélo Tour, une balade insolite à vélo dans 10 villes, nous vous invitons à découvrir les coulisses de l'événementiel, grâce au retour d'expérience et à l'expertise de celles et ceux qui créent des événements extraordinaires, mais aussi à travers leurs anecdotes passionnantes. Au fil des épisodes, nous vous ouvrons les portes d'événements de tout type et de toute taille, une véritable source d'inspiration et de bonnes pratiques que nous tâcherons de décortiquer et mettre en perspective ensemble. Cette émission est réalisée avec le soutien de WizEvent, qui équipe au travers de ses 5 bureaux dans le monde plus de 200 000 événements et lieux de loisirs de tout type, avec des solutions innovantes de billetterie inscription, de CRM, de contrôle d'accès et de cashless, que ce soit pour de petites manifestations, mais aussi pour les plus grandes. Bonne écoute et n'hésitez pas à prolonger la discussion en partageant l'épisode ou en réagissant sur les réseaux sociaux de WizEvent. Aujourd'hui, j'accueille Anne-Sophie Durand, directrice marketing digital de Comexposium, pour aborder ensemble les enjeux des salons grand public B2B et surtout B2C, et notamment l'impact du marketing digital dans l'univers des salons. Merci d'avoir accepté cette invitation. Anne-Sophie, vous étiez attachée de presse chez Publicis pendant 2 ans, avant de travailler comme chargée d'affaires pour Comexpo, et on le verra, Comexpo a donné naissance à Comexposium ensuite. Et ça fait maintenant 12 ans que vous travaillez chez Comexposium. Et Comexposium, donc, comme tout le monde le sait, c'est un petit organisateur de salon. C'est pas un petit organisateur de salon ? Non, on est un des leaders en fait dans l'organisation d'événements, puisqu'on organise 136 événements, donc à la fois B2B et B2C. Et donc parmi les événements B2C qu'on organise, on a des très très gros événements comme le Salon de l'Agriculture et Foire de Paris qui génèrent énormément de visiteurs, près de 600 000 visiteurs quand même pour le Salon de l'Agriculture. Après, on a aussi des petits événements plus confidentiels comme les one-to-one qui sont sous des autres formats. J'ai découvert d'ailleurs en préparant l'émission que vous êtes même le leader mondial de l'organisation de salons, si on enlève la partie média de vos confrères britanniques qui sont Ridexpo notamment. Et l'autre fierté, c'est que vous êtes une société française, puisque Crédit Agricole a racheté la participation d'un fonds d'investissement britannique. Donc on a une société française, leader mondial sur l'organisation de salons, et ça doit être une sacrée fierté pour vous. Oui, surtout qu'en fait on a fait une très grosse progression ces dernières années, alors par le biais d'acquisition, et cette progression en fait s'est faite à l'international sur les dernières années. D'accord, voilà. Oui, c'est ce que j'ai vu, 70% du chiffre d'affaires sur l'international, et un objectif, je crois, de 50% dans les quelques années qui viennent. Est-ce que pour les équipes parisiennes, c'est aussi un changement de paradigme avec beaucoup plus d'anglais au quotidien et des interactions avec les autres pays ? Alors, en fait, il se trouve qu'on avait un directeur général britannique, mais là, on a une récente réorganisation, donc on a un nouveau directeur général qui est de nouveau français. L'impact, en fait, il est surtout pour les équipes qui travaillent déjà à l'international et qui, effectivement, échangent peut-être un petit peu plus avec leurs homologues internationaux. Après, moi, je suis sur une division qui est plutôt franco-française, donc avec très, très peu d'impact. Voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est que on a quand même pas mal d'informations qui circulent. On voit aussi les bonnes pratiques qui peuvent être faites à l'international. Donc ça, c'est intéressant, ça vient nous nourrir. Mais en termes d'impact au quotidien, pas tellement dans nos métiers. D'accord. Bon, en tout cas, les chiffres sont impressionnants. 3,5 millions de visiteurs, donc à peu près 170 salons, 48 000 exposants, et aujourd'hui c'est 900 employés, donc une sacrée boutique. Et c'est vrai qu'on ne le sait pas forcément qu'on a le leader mondial, en tout cas sur l'organisation de salons, si on enlève cette partie média. Ce qui m'intéresse, en tout cas ce qui va nous intéresser, c'est aussi de découvrir votre poste sur le marketing digital, parce que moi j'ai eu une question tout de suite, c'est que l'événementiel finalement c'est des émotions, on va sur le terrain, on sent des choses qui vibrent, de la musique, des sons, une ambiance, on sent des choses, quelque chose qui est dans l'émotion, et le digital c'est quelque chose qui est aussi très froid, le big data, le retargeting, l'envoi de mails. Quel est le lien entre les deux ?
Alors moi, je trouve que le digital, au contraire, il y a beaucoup d'émotions en fait, notamment sur les réseaux sociaux, où on va avoir un très très gros engagement en fait de la part de nos communautés. Et en fait, on a un lien en amont de l'événement en fait, sur le parcours client donc de nos visiteurs, mais également de nos exposants, puisque en fait, ça nous permet à la fois d'attirer en fait, de générer de l'engagement et de générer de la vente de billets en ce qui concerne les visiteurs. Et côté exposant, en fait, de faire de la simulation et de la réservation de stands en ligne. Ensuite, ça nous permet d'aider les exposants à préparer leur participation, ce qui est quand même très très important, surtout quand c'est une première participation à un salon. Et côté visiteur, c'est la même chose. En fait, on accompagne nos visiteurs dans la préparation de leur visite. Puisque quand on vient visiter un salon tel que Foire de Paris, qui est un salon qui remplit quasiment toute la porte de Versailles, si on veut structurer un peu sa journée, avoir une journée assez efficace en termes de visite, le digital peut vraiment beaucoup nous aider. Et après, on a tout le live en fait qui va se passer notamment sur les réseaux sociaux, où on va démultiplier la visibilité de l'événement et où on a vraiment un très très fort engagement de nos communautés. Je pense à un Paris Games Week par exemple, qui est le salon du jeu vidéo. Voilà, qui est le salon du jeu vidéo, où on a, je crois qu'on a la plus grosse communauté événementielle sur Twitter en fait. Donc après, on est dans le domaine du jeu vidéo, donc on est tout à fait légitime. Mais sur d'autres salons de passionnés aussi, je pense à Création et Savoir-Faire, qui est le salon du DIY, on a également des communautés qui sont très très engagées sur les réseaux sociaux. Donc, ils vont partager aussi ce qu'ils ont vécu sur le salon, ce qu'ils ont trouvé sur le salon, qui vont aussi partager quand ils sont pas contents d'ailleurs. C'est votre responsabilité, ça aussi, sur le digital, de le remonter ensuite aux équipes opérationnelles, de faire le lien avec le terrain. Tout à fait, on travaille avec le terrain là-dessus. Par exemple, un visiteur qui nous ferait part d'un mécontentement vis-à-vis d'un exposant, en fait, on va l'adresser à l'exposant et on va aller le voir et justement essayer à la fois de répondre aux visiteurs et de comprendre pourquoi cette relation s'est mal passée, en fait. Parce que notre métier, c'est quand même la mise en relation entre le visiteur et l'exposant. Et tant se faire que peu, il faut que ça se passe bien. Bien sûr, oui. Ouais. Et puis que l'exposant ait un retour sur... Un feedback, tout à fait. Et voilà, un retour sur investissement. Puis c'est intéressant pour lui aussi d'avoir le feedback de la perception que les visiteurs ont pu avoir de son stand, de sa participation, de son... Voilà. D'accord. Et du coup, le digital, donc à deux niveaux, mieux connaître son public, et puis c'est ce que vous disiez tout à l'heure, le premier contact, et puis, si je l'entends aussi, beaucoup de retours terrain pour améliorer l'expérience. Voilà. À ce sujet, j'entendais le directeur du Groupama Stadium à Lyon, qui ont une application qui permet à chaque spectateur en fait, d'informer que le siège est sale, ou que à côté de soi, il y a des gens qui ont des propos qui ne sont pas à tenir dans un stade, par exemple. Donc c'est un peu la même logique que sur les réseaux sociaux. Et la question que j'avais, moi, sur cette logique du digital derrière, c'est quelles sont les actions que vous faites pour mieux connaître le public ? Est-ce que dans ce premier contact que vous avez avec eux, vous travaillez une segmentation pour après mieux les adresser et communiquer différemment ensuite avec eux ? Alors complètement, donc ça passe par une première... Alors aujourd'hui justement on est sur un gros chantier data au sein de Comexposium. Donc on est en train de se doter en fait d'outils et on va bientôt déployer du marketing automation chez Comexposium, donc on est en plein dedans là. Et en fait, l'idée c'est effectivement de mieux exploiter la donnée et de mieux l'adresser. Donc côté visiteur, en fait, quand on va capter la donnée, c'est au moment justement où on fait le préenregistrement, où on fait l'achat de billets. Donc, c'est le moment où on peut savoir justement quel est le centre d'intérêt ou quel est le projet du visiteur. Donc, par exemple, sur une foire de Paris, nous, c'est très important. En fait, on a besoin de détecter en fait qui sont les porteurs de projets et à partir de là, on va leur adresser justement des messages plus adaptés. Donc, par exemple, si on déclare qu'on a un projet de cuisine et qu'on veut visiter Foire de Paris, à partir de là, on va dérouler en fait ce qu'on appelle nous des triggers d'emailing dans lesquels on va adresser justement des messages qui sont en relation avec l'offre cuisine que le visiteur va pouvoir trouver sur le salon. Donc, à la fois les cuisinistes, mais aussi les services. Par exemple, s'il veut prendre un rendez-vous avec un architecte sur le salon pour évoquer sa problématique cuisine, et puis tout ce qui peut être connexe aussi à la cuisine, donc, parce que quelqu'un qui refait sa cuisine, c'est qu'a priori, il s'intéresse aussi à la gastronomie, donc on peut lui pousser aussi des éléments liés à la gastronomie. Donc, et à l'issue de l'événement,
On a aussi un process d'enquête de satisfaction systématique. Alors, on le fait sur des échantillons. Alors, sur le côté exposant, c'est sur l'ensemble des exposants. Côté visiteur, c'est plutôt un échantillon. Et nous, ça nous permet, encore une fois, de mieux connaître nos visiteurs, mais aussi de comprendre ce qui leur a plu dans nos événements, ce qu'ils n'ont pas trouvé dans nos événements, et de les faire évoluer en fonction de leur retour, en fait. D'accord. En tout cas, c'est passionnant parce que là, on voit qu'on utilise le digital pour renforcer l'expérience des visiteurs, des exposants, créer plus de valeur. Et puis on peut aussi penser que finalement les salons, quand on prend un petit peu de hauteur, à l'époque c'était le seul endroit où on pouvait s'informer, c'est-à-dire que c'était à un moment donné où on avait, si je parle du salon de l'auto par exemple que vous faites pas, mais on avait tous les exposants de voitures et c'est là qu'on venait prendre de l'information avant d'acheter sa voiture. Alors qu'aujourd'hui on achète sa voiture sur internet, donc le digital permet finalement de plus se rendre dans ces lieux physiques et je trouve ça passionnant qu'en réutilisant le digital on fait revenir les gens dans ces lieux, ces moments de rencontre. Et en fin de compte, alors c'est intéressant ce que vous évoquez parce que pour nous, c'est une vraie problématique. Effectivement, il y a des marchés qui ont considérablement évolué et qui peuvent remettre en question d'ailleurs le modèle salon. Et ce dont on se rend compte, c'est que comme on a de plus en plus de digital, on a aussi besoin d'avoir, les acteurs du digital ont besoin d'avoir des rencontres et des événements physiques. Donc ils ont une carte à jouer sur les salons et on ne peut pas remplacer, on a quand même l'importance aussi de pouvoir tester le produit, de pouvoir le toucher, de pouvoir, je dis n'importe quoi, mais par exemple sur Foire de Paris, si vous voulez acheter un matelas, quoi de mieux que Foire de Paris pour tester l'ensemble des matelas. Vous avez une offre, pléthore d'offres pour tester votre matelas. Donc il y a des choses qui sont aujourd'hui, les salons sont des points d'orgue en tout cas pour cette expérience qui est de tester les produits, de les voir en démonstration. Je pense aussi à Paris Games Week qui permet de tester les nouveautés, les nouveaux jeux vidéo, et on a vraiment cette dimension expérientielle qui est très importante sur les salons. Et votre visitorat, on est, par exemple, je pense au salon de la photo, on est sur un visitorat de fans ou majoritairement plutôt du grand public qui va le faire une fois, ou vous êtes plutôt sur un public qui revient tous les ans? J'imagine Paris Games Week, on est sur un public qui revient presque tous les ans, mais vous êtes plutôt sur, ou ça va dépendre d'un salon à l'autre? Alors ça dépend vraiment d'un salon à l'autre. En l'occurrence, vous parlez du salon de la photo. Le salon de la photo, c'est un salon de passionnés, d'experts en fait, avec une très très grande fidélité. À l'inverse, un salon de l'immobilier par exemple, un projet immobilier, on l'a une année, on l'a pas forcément une seconde année. Donc comme là, un salon du mariage. Voilà, donc tout à fait. Donc là, on a besoin d'avoir du renouveau. Donc c'est vraiment variable d'un salon à l'autre. Mais ce que je peux dire, c'est que quand même sur les salons de passionnés, on a quand même des taux de fidélité assez importants. Typiquement un Rétromobile qui est un salon de la voiture de collection, alors là où on atteint des sommets de passion, on a un visitorat qui est extrêmement fidèle. D'accord. Mais pour autant, on arrive, je pense à Rétromobile parce que c'est un salon qui est vraiment en croissance. On arrive à conquérir beaucoup de nouveaux. Cette année, on a eu beaucoup de nouveaux visiteurs. D'accord. Et est-ce que, là on parle de l'automobile, la dimension écologique, qui est un peu à l'opposé de ces voitures à essence, est-ce que c'est un sujet important pour vous, à la fois dans la gestion des flux, parce que quand on accueille des centaines de milliers de personnes sur un salon d'agriculture ou autre, j'imagine qu'il y a des montagnes de déchets, comment c'est traité et comment, comme Exposium, se positionne sur ces sujets? Alors on est un petit peu loin du digital, mais j'imagine que c'est des sujets qui remontent. Effectivement, on a des vrais sujets là-dessus. Donc là récemment, on a d'ailleurs un salon qui s'est tenu, qui est Paris Retail Week, donc qui est un salon B2B, qui s'est tenu à la porte de Versailles, où on a fait le choix justement de supprimer la moquette. Donc vraiment, parce que typiquement celle la moquette... qu'on voit dans tous les salons qui est déroulée pour un événement et ensuite qu'on jette. Et c'est typiquement un point d'amélioration effectivement et de gestion des déchets. Et donc l'argent qu'on a économisé sur la moquette, on l'a réinvesti dans d'autres équipements, mais qui étaient beaucoup plus pérennes. Donc c'est une vraie problématique qui est un sujet qui est pris par la logistique chez nous, avec des réflexions qui sont menées sur effectivement comment générer moins de déchets. C'est une demande de plus en plus forte des exposants et du grand public? Alors, c'est vous qui anticipez et vous dites c'est une responsabilité? Je pense que c'est plutôt de notre responsabilité. À vrai dire, par exemple, sur un salon comme Paris Retail Week, je pense que le fait d'enlever la moquette n'a pas forcément été perçu par le visiteur, mais les exposants l'ont pas forcément bien perçu. Enfin, certains. Après, on a aussi des messages à faire passer et il faut le faire comprendre. Mais je pense que c'est plutôt à notre initiative aujourd'hui. C'est là où je pense que le digital peut aider, parce que j'ai appris quelque chose d'assez étonnant récemment.
les verres plastiques, vous savez, ceux qu'on jette, sont beaucoup plus écolos que des éco-cups, par exemple, sur un festival. Parce que il y a une chaîne de recyclage qui existe sur le plastique, quand l'éco-cup, en réalité, va être utilisé une seule fois, il n'y a pas derrière la logique de recyclage. Et dans la même veine, des verres en carton, qui ont une apparence très écolo, les gens les demandent, mais en fait, eux ne sont pas recyclables. D'accord. Et donc, des fois, il y a aussi tout ce boulot, et je pense que le digital, là-dessus, peut aider à sensibiliser. Les messages. Tout à fait. Et alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est une de nos problématiques, justement, les verres en plastique, tout ce qui est couvert en plastique aussi. Donc, effectivement, le digital peut vraiment nous aider à sensibiliser nos visiteurs, nos exposants. Bon, on essaye aussi d'organiser plus de tri au niveau des déchets qui peuvent être générés par les visiteurs. Mais il y a un vrai travail de sensibilisation à faire là-dessus. Alors, on le voit chez Comexposium, tout à l'heure on parlait du salon de l'immobilier, salon de la photo, la foire de Paris, salon de l'agriculture, Paris Games Week et d'autres. C'est des événements qui n'ont peu de choses en commun, à part souvent le même lieu. Mais quel est le dénominateur commun de tous ces événements, à la fois B2B, B2C? Est-ce que chez Comexposium, il y a une vision justement sur tous les types d'événements? Est-ce qu'à chaque fois, vous avez un point commun? Alors, certains salons ont des synergies entre eux très fortes. Alors, je pense à notamment la division plus B2B qui organise des salons dans le domaine de l'agroalimentaire, donc avec le Cial, Gourmet Food and Wine ou des salons dédiés au vin, où là, on peut vraiment avoir des synergies en termes de connaissance de marché et même en termes d'exposants. On a des exposants similaires sur ces salons-là. On peut avoir un visitorat aussi similaire. Sur les salons grand public, en fait, on se rend compte, quand on a creusé un petit peu nos bases de données, on s'est rendu compte qu'on avait une infime part de visiteurs, effectivement, qu'on pouvait retrouver d'un salon à l'autre. Bien souvent, en fait, les visiteurs qui visitent 2 salons, ils visitent un salon spécialisé et la foire de Paris, en fait. Ou qui est un généraliste. Voilà, qui est un généraliste, ou le salon de l'agriculture, qui est également un généraliste. On peut avoir des exposants communs, c'est le cas notamment entre l'agriculture et Foire de Paris, parce que Foire de Paris a tout un pôle dédié à la gastronomie, et on retrouve aussi la gastronomie sur le salon d'agriculture. Le dénominateur commun, je dirais que c'est notre savoir-faire en fait sur l'organisation d'événements. C'est qu'on a des process sur la manière dont on va délivrer un salon, que ce soit sur la commercialisation, sur le montage au niveau logistique, et côté visiteur sur notre capacité en fait à cibler le visiteur et à le faire venir sur le salon. Vous m'arrêtez si je me trompe. De ce que j'en connais, il y a donc des responsables assez opérationnels qui sont ensuite appuyés par des équipes comme la vôtre sur le digital, sur les achats, sur plein d'autres domaines qui viennent de façon transverse sur différents salons. Et ensuite, donc c'est comme ça que c'est structuré, ou est-ce que... Alors en fait, il y a des équipes opérationnelles dédiées au salon, donc avec des commerciaux et des communicants. Effectivement, au niveau transverse division, on peut avoir des experts métiers. Donc, par exemple, on va avoir une expertise digitale qui va venir aider et faire monter en compétence les équipes opérationnelles sur ces sujets-là. On a aussi des équipes marketing transverse division qui vont aussi accompagner sur tous les sujets de développement. Et on va avoir des équipes transverses comme Exposium sur tout ce qui est administratif, RH, voilà. Et on a des équipes logistiques aussi qui sont transverses, avec des responsables logistiques qui sont amenés à travailler sur plusieurs salons tout au long de l'année, en fait. D'accord. Voilà. D'ailleurs, quand on travaille dans l'événementiel, est-ce que, dans votre cas, c'est quelque chose d'assez particulier, est-ce que c'est un choix de vie ou c'est par hasard, le hasard de vos expériences qui vous a amené là? Alors, dans mon cas, c'est vraiment un hasard. Je crois même que j'avais jamais visité de salon avant de travailler sur les salons. Donc, et pour beaucoup de gens d'ailleurs, c'est un hasard. Et en fait, c'est assez marrant parce que dans les salons, c'est soit on adore, soit on déteste. Et je fais souvent... En fait, il y a un film, je trouve, qui illustre assez bien ce qu'on peut ressentir lorsqu'on fait un salon. C'est Le sens de la fête avec Bakri. Moi, je me suis vraiment reconnue dans ce film, en fait. C'est que toute l'équipe est tendue vers un événement et vers un résultat. On essaye d'anticiper au maximum tout ce qui peut se passer sur l'événement et en fait, rien ne se passe comme on l'avait prévu.
Et en fait, on arrive à trouver des solutions avec une rapidité assez étonnante. Enfin, les équipes sont très très agiles en fait sur les salons. On a une capacité à réinventer des choses assez rapidement parce qu'un salon ça dure très peu de temps. Et j'ai vraiment retrouvé ça. Enfin, quand j'ai vu ce film-là, je me suis dit, mais en fait, voilà, l'organisation d'un mariage finalement est assez similaire à l'organisation d'un événement. C'est pas la même proportion, mais on rencontre à peu près les mêmes émotions, je pense. J'ai vu cet été, je me suis fait le même constat parce que ça fait pareil beaucoup d'années que je suis dans l'événementiel et j'ai eu la même analyse et surtout je me suis aussi dit, quand on est dans l'organisation, on voit tout ce qui va pas. Oui. Mais ce qui est marrant dans le film, c'est que le public, enfin en tout cas les invités sont très contents, tout se passe bien, ils voient pas les à côté. Et c'est ce décalage entre le backstage, et c'est ça qui est intéressant aussi. Et on va rentrer un petit peu dedans, justement, dans ces coulisses pour avoir des anecdotes, parce que je pense que vous en avez vu beaucoup. Effectivement, il y a ce décalage. D'ailleurs, si on parle de ces aléas, de ces surprises, est-ce que vous avez des anecdotes comme ça qui vous viennent ? Mon tout premier salon, d'ailleurs, on peut se demander pourquoi je suis restée dans le milieu des salons après ça. Le tout premier salon que j'ai fait, alors le salon avait changé de nom, donc un changement de nom pour un salon, c'est très compliqué. Donc on avait déjà fait, il y avait moins 30% de visiteurs, donc c'était un peu compliqué. Juste lié au changement de nom ? Oui, pour beaucoup, oui, c'était pour beaucoup lié au changement de nom, pardon. Et en fait, c'est un salon qui se tenait au mois de novembre, donc il y avait des pluies torrentielles. On était à la porte de Versailles, dans des halls qui n'avaient pas encore été rénovés. Et en fait, il y a eu des infiltrations d'eau qui ont déclenché un court-circuit. Il y a eu un début d'incendie. Il se trouve que notre salon était fermé, mais juste en dessous, à l'époque, il y avait le salon du cheval qui a dû être évacué en fait suite à ce début d'incendie. D'accord. Les pompiers sont intervenus, ils ont inondé le salon, donc après en fait on a eu des problèmes d'inondation sur le salon. Voilà. Donc le suraccident. Ah voilà, c'était accident sur accident. Et en fait c'est vrai que des fois on a la loi de Murphy sur certains événements. Et moi c'était mon tout premier événement et je n'imaginais pas que ce genre de choses pouvait arriver sur un salon. Alors bon, ça a été perçu par les exposants, clairement, parce qu'ils ont eu leur stand inondé. En revanche, effectivement, je crois pas que les visiteurs l'aient perçu. D'accord. Ouais. On a réussi parce qu'en fait finalement un salon ne dort vraiment jamais quoi. Et on a des logisticiens qui veillent au grain, mais assez régulièrement on peut avoir des choses assez étonnantes. Et c'est marrant parce que c'était une de mes questions, et je pense que ça va intéresser aussi les gens qui nous écoutent, sur est-ce que quand on est leader mondial, l'organisation des salons, est-ce que finalement on a la même boule au ventre avant l'événement ? Est-ce qu'on a aussi des aléas à gérer ? Est-ce que parce que je trouve que c'est aussi un métier qui est j'ai un peu fait à l'huile de coude, où il faut à un moment donné se serrer les coudes, trouver des solutions, être très pragmatique. Donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est que même quand on organise les plus gros événements, on a beaucoup d'aléas et c'est pas long fleuve tranquille. Ah non, pas du tout, ouais. Mais oui, effectivement, des anecdotes, on en a beaucoup. Enfin, je pense aussi au Salon du Cheval, il y a quelques années, il y avait eu des grosses chutes de neige. Et en fait, les visiteurs étaient restés coincés à Villepinte, en fait. Donc, ils avaient dû dormir sur le Salon du Cheval. Donc, non, mais en fait, en des imprévus, il y a toutes les choses qu'on ne peut pas imaginer. Enfin, c'est pour ça que je disais le sens de la fête. Toutes les choses qu'on ne peut pas imaginer. Bon, dans le sens de la fête, c'est le marié qui s'envole. Voilà, les gens peuvent rester coincés aussi sur votre salon. Mais les qualités, tout à l'heure on en parlait, ces moments un peu difficiles et tout, quelles sont les qualités selon vous des équipes ? Qu'est-ce qui fait qu'on va être bon dans ces moments un peu de stress ? Je pense que c'est la réactivité, la créativité aussi, savoir garder la tête froide, bien que c'est un peu normal aussi de craquer sur un événement. Quand on est organisateur, je pense que ça arrive à tout le monde à un moment donné de se dire « oulala, on va jamais y arriver ». Et puis c'est aussi entre guillemets la solidarité de l'équipe, c'est-à-dire que si on y arrive, c'est parce qu'on travaille ensemble. Sans ça pourrait être un peu compliqué. Est-ce que c'est une drogue aussi, parce qu'il y a ces pics avant l'événement où on pourrait donner tout pour arrêter parce qu'on n'en peut plus, on est fatigué, on a beaucoup de stress, le moment où ça se passe et puis ça retombe ensuite et quand 15 jours avant on aurait tout donné pour arrêter, une semaine après que ce soit terminé on veut recommencer. Est-ce que c'est pas un peu addictif ? Ah si, oui, je pense qu'on est complètement porté par l'événement. D'ailleurs, généralement, quand on est opérationnel sur les salons, et moi je l'ai été quand même assez longtemps, on dort très peu en fait, parce qu'on pense toujours à un truc, on se dit ah bah tiens, faut que je fasse ça, j'ai oublié ça. Donc on pense à tout un tas de choses, donc on dort très peu. On est vraiment porté par l'adrénaline, par l'envie de savoir comment ça va se passer, et c'est vrai qu'on a cette boule au ventre de se dire est-ce que le visiteur va bien
bien être là, même si les indicateurs sont bons. Et c'est une vraie satisfaction quand le visiteur est là, c'est une vraie satisfaction aussi quand l'exposant est content. Et en fait, quand ça retombe, il y a un petit moment de déprime en fait. C'est un peu... alors bon, il se trouve que je me suis pas mariée, mais ce que tous les gens qui se sont mariés ont eu ce petit moment de déprime après l'organisation d'un mariage, c'est pareil. Après, je pense un événement, surtout quand on voit la fin d'un salon, c'est un petit peu violent parce que les démontages se font de manière... se font tout de suite. C'est un peu à coup de masse. Et donc Ça, c'est dur, je trouve aussi. Ouais. C'est qu'on n'a pas le moment champagne, satisfaction, tous alors ensemble. Alors on peut le faire, si on le fait nous. Vous le faites. oui, si. Nous, on a quand même des moments. Alors ça aussi, c'est très variable selon les salons, mais globalement, on est plutôt dans un milieu bon vivant. Et généralement, on fête bien aussi la fin des salons. Mais on démonte tout de suite après. Mais on démonte tout de suite après, ouais. Ou au milieu du démontage, d'ailleurs. Voilà. Quelles sont les tendances que vous voyez aujourd'hui sur de l'événementiel ? Est-ce qu'on va plutôt sur des événements de plus en plus gros ou au contraire des événements de niche, sectoriels, peut-être aussi qui se délocalisent ? Je sais que sur les salons CE, vous êtes dans beaucoup de villes. Et quelles sont les grandes tendances que vous voyez ? Alors pour nous, les grandes tendances, alors je pense côté B2B, ça va être les nouveaux formats type one-to-one qui se développent de plus en plus et qui sont des formats qui sont vraiment plébiscités par les exposants et les visiteurs. C'est des sortes de speed meeting, c'est ça ? Alors pas tout à fait. En fait, l'idée c'est d'avoir une sélection vraiment très qualitative d'exposants et une sélection très qualitative aussi de visiteurs. Donc, et de le faire dans un lieu plutôt sympa. Donc par exemple, la semaine prochaine, on va avoir à Biarritz les one-to-one dédiés au e-marketing. Et en fait, on fait venir donc les top buyers du domaine, par exemple, du e-commerce. Bon là, je pense à e-commerce one-to-one à Monaco qui est une référence. Et on les met en relation avec ces exposants. Donc après, tout se passe du en fait... networking de très haut de gamme à voilà, très forte valeur ajoutée. Et tout se passe en fait en prise de rendez-vous. On peut se promener dans les allées, il y a des stands, mais en fait, tout se fait en prise de rendez-vous. Il y a des applis de matchmaking en fait. Et on a des speakers de très très bonne qualité, de très haute qualité qui viennent aussi délivrer du contenu sur des conférences qui viennent de l'étranger. On est presque dans de la création de réseau en fait. Ah oui, mais complètement, c'est complètement ça. Et donc il y a des temps justement aussi qui sont dédiés au networking entre pairs, entre guillemets, avec des soirées, des déjeuners, tout est fait en fait pour favoriser le networking. Donc ça c'est la tendance, je dirais, sur la partie B2B qui est en train de se dessiner. Côté B2C, le constat c'est que effectivement les salons de niche ont tendance à plutôt progresser. Bon après c'est très lié aussi au marché qui sont concernés. Mais effectivement, les salons de niche ont tendance à mieux résister quand on a des problèmes sur un marché et sont plutôt en progression dans ce qu'on peut voir. Ils sont moins sujets aux évolutions de société ou tendances. Parce qu'on est sur un public de passionnés qui vient quoi qu'il arrive en fait. Et qui a un fort repeat, donc qui est plus facile aussi à toucher. Les innovations peut-être plus technologiques que vous voyez ou que vous attendez, est-ce qu'il y a des choses là-dessus sur l'innovation très techno, notamment sur le digital, dans l'acquisition Alors sur le digital, nous, dans les grosses innovations côté salon, effectivement, c'est ce dont je parlais, ce sont les applications de matchmaking. Donc là, c'est un petit peu le Tinder du salon. C'est vraiment des applications qui permettent pour le visiteur, en fait, de dire j'ai un projet et en fait il va avoir tous les exposants qui sont liés à ce projet qui vont remonter et avec la possibilité de prendre ou non rendez-vous avec eux. Ça peut être aussi dans les deux sens, c'est-à-dire que ça peut être aussi ouvert à l'exposant qui va aller chercher les personnes dans les visiteurs et les faire venir à lui. Donc ça c'est vraiment... c'est marrant parce que de quelque chose qui était à l'époque très artisanal, je monte mon stand puis viendra qui viendra, on est dans une approche qui est très comme sur internet finalement, on veut de la bonne personne au bon moment, on va la choisir, on met des stratégies en place. Voilà. Donc on a toutes les stratégies, tous les outils aussi liés à la data. Donc par exemple aussi alors ça fait un moment que ça existe, mais il y a des technologies de plus en plus avancées sur les lecteurs de badge. Donc par exemple, alors ça encore une fois, ça concerne un petit peu plus le B2B que le B2C, mais un visiteur qui vient avec son badge va pouvoir être scanné par un exposant. Et l'exposant va pouvoir récupérer la donnée liée aux visiteurs. Donc je sais qu'il existe aujourd'hui des solutions très avancées. Donc nous, on est encore sur des technologies plutôt simples sur ces sujets-là. Mais il y a des salons qui vont très très loin dans des outils de badge, de scan de badge, voilà. Je fais un tout petit retour en arrière sur les
les coulisses et puis ce dont on parlait. Quand sur un salon de l'agriculture, on accueille un président de la République qui vient, qu'on peut avoir des manifestations, que dans le même temps, on doit gérer des animaux, qu'on a un lieu qui vit 24 heures sur 24, comment tous ces publics complètement différents circulent, dialoguent, comment vous gérez ces problématiques? Alors, quand on a en fait un président ou quelqu'un de très important qui vient sur un salon, en fait, tout est préparé. Le parcours est préparé, tout est cadencé en fait, pour justement que ça se passe au mieux et qu'on gère au mieux les différents publics. Donc, et ça se décide en fait en collaboration avec leurs assistants, la préfecture, voilà. Donc c'est vraiment très cadré et on peut avoir des personnes dédiées au protocole sur certains événements en fait. D'accord, comme Foire de Paris par exemple où il y a beaucoup de personnalités qui viennent, je crois. Ouais, Foire de Paris, je dirais celui où il y a le plus de personnalités, c'est l'agriculture. Beaucoup de politique. Voilà, beaucoup de politique. Quand on travaille dans l'événementiel toute l'année, est-ce qu'on a encore envie d'être spectateur? Alors, pour ma part, en tout cas, j'ai du plaisir à visiter les salons B2B, dont je trouve leur ambiance très feutrée par rapport à nos salons grand public. Après, je pense que tout est lié à sa passion. Si on a une passion, on aura plaisir à visiter un salon. Par exemple, Rétromobile. Bon, moi, il se trouve que je ne suis pas une passionnée de voitures de collection, mais pour autant, j'ai beaucoup de plaisir à visiter ce salon parce que je trouve que c'est un très beau salon. Il y a des très belles voitures à voir et même si on n'est pas collectionneur, on va passer quand même un bon moment. Donc maintenant, effectivement, je ne visite pas tous nos salons par plaisir. J'ai une dernière question et puis après on terminera cet entretien. C'est très intéressant parce que du coup ça nous permet de voir un peu tous ces à côté qu'on connaît moins. Digital, comment il dialogue avec les médias traditionnels? Comment vous le faites dialoguer? Est-ce que vous faites encore, moi j'ai en tête sur les bus, de l'affichage pour les salons, cette part elle a tendance à diminuer ou malgré tout on reste aussi sur des médias traditionnels en complément du digital? Alors clairement ces dernières années on a eu tendance à réduire la part des médias traditionnels. Là encore une fois ça dépend vraiment des événements. Quand on est sur des événements de communauté, en fait aujourd'hui avec le digital on a une puissance de frappe et surtout un ciblage qui est incomparable avec une vraie mesure du ROI. Donc c'est vrai qu'on a tendance, pour nous c'est juste un incontournable le digital. On fait encore quand même de l'affichage traditionnel, notamment de l'affichage dans le métro pour des événements type Foire de Paris. On continue aussi à faire des nez de bus, bien que je trouve pour ma part qu'il faut être suicidaire pour voir un nez de bus parce qu'il faut vraiment être devant. Mais bon, ça c'est voilà, on se rassure aussi un petit peu comme ça. Et je le dis en plaisantant parce qu'un nez de bus en fait finalement peut être assez efficace, mais tout dépend comment il est traité en fait. Mais effectivement, on a eu tendance à réduire, on a tendance à réduire les budgets qui sont alloués aux médias traditionnels en faveur du digital. Parce qu'en plus vous avez les bases de données, c'est-à-dire que malgré tout, sur tous ces événements, vous avez la possibilité de les toucher directement sans aller les reconquérir à chaque fois. Donc je pense que ça c'est un vrai boulot qui vous donne de la valeur. Oui, puis aujourd'hui on a cette possibilité aussi d'aller faire du lookalike, voire ou de l'exclusion. Par exemple, pour quelqu'un qui a déjà acheté son billet, on ne va pas aller le retargeter. Voilà. C'est vrai que le digital offre des possibilités très intéressantes. Là, ce que je vous disais au préalable, on est en train de déployer du marketing automation, donc on va pouvoir déployer des scénarios. Et là, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, à terme, en fonction de l'appétence du contact pour tel canal, on pourra vraiment adresser le bon message sur le bon canal, que ce soit sur les réseaux sociaux, en SMS ou sur les emailing. Mais il y a des super solutions qui sont en train de développer là-dessus. Je l'ai vu sur le monde des festivals où en fonction de la programmation, ils vont être capables de déterminer une cible de gens et ensuite d'adresser des campagnes bien spécifiques avec des taux de retour très intéressants. C'est assez passionnant avec l'automation, tout ce qui peut être fait derrière. Anne-Sophie, un grand merci pour le temps qu'on a passé ensemble. J'ai quelques questions, un peu sous la forme des questions de pivot, les 10 questions à la fin. Si vous pouvez me faire une réponse assez courte à chaque fois. Si vous étiez un événement, quel événement vous seriez? Le salon de l'agriculture. Si vous étiez un lieu événementiel? La Villette. Vous avez des super pouvoirs, on l'a vu, mais je vous en donne de nouveaux. Vous pouvez remonter dans le temps et vous pouvez prendre votre billet pour assister à n'importe quel événement de votre choix. Ce serait quel événement? Ce serait un concert des Pink Floyd. Vous êtes plutôt Burning Man ou l'Expo Monet au Grand Palais?
Aucun des deux? Ouais, aucun des deux. Vous avez un bouton pour ça. Voilà. Quel est le prochain événement auquel vous allez assister? Là, ça va être un de nos événements. On va avoir le Salon des Grands Voyages qui va se tenir au Carrousel. D'accord. Quel événement fait partie de votre wishlist? Quel événement vous dites ça un jour, il faudra que je le fasse? Le Hellfest. Le Hellfest. Bon, je peux peut-être vous avoir des invitations. Ouais. Qu'est-ce que vous regardez en premier quand vous arrivez sur un événement? Le Monde. Est-ce que c'est rempli ou pas rempli? Voilà. Quel événement vous détesteriez organiser? Quel événement je déteste? Alors là, non. Aucun. Et votre meilleur souvenir sur un événement? Mon meilleur souvenir sur un événement, c'est quand on a fait des super croissances de Visitora. Et pour finir, ma dernière question, plutôt Jacques Chirac au Salon de l'Agriculture ou Stéphane Plaza à la Foire de Paris? Jacques Chirac au Salon de l'Agriculture. C'est votre meilleur commercial. C'était notre meilleur commercial, oui. Merci Anne-Sophie. Merci.